bonjour et bienvenue à cette dernière conférence de notre série de l'automne 2023 portant sur l'innovation en santé et services sociaux, présentée par la Direction des affaires universitaires, enseignement et recherche du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Donc, pour votre information, la conférence d'aujourd'hui sera enregistrée et mise à votre disposition là, pour visionnement futur. Notamment, là, on va déposer l'enregistrement sur la page web de notre établissement. Donc, je me présente, Sylvain Charbonneau, chef du transfert des connaissances et innovation ici au CIUS de l'Ouest de l'île. D'entrée de jeu, écoutez, je tiens à souligner le rayonnement sans cesse grandissant là, de nos conférences. Je constate qu'on avait une centaine de personnes inscrites aujourd'hui. Évidemment, avec les circonstances, probablement qu'avec les festivités de fin d'année, probablement que c'est peut-être pas tout le monde qui est inscrit qui vont pouvoir se présenter, mais on avait une centaine d'inscrits. Puis écoutez, je pense que on constate qu'effectivement, il y a un accroissement là, du rayonnement là, de nos conférences. Pour votre information, là, on révisait les statistiques de présentation aujourd'hui. On a constaté qu'on avait une représentation de 26 établissements sur 34 au sein donc, de nos conférences synaptiques. Donc, à l'une ou à l'autre de nos conférences de cet automne, là, essentiellement. Là. Soit une représentation de 12 régions administratives là, sur 17, là, ce qui est effectivement un rayonnement considérable. Là, du moins, on en est très, très fiers. Ce que ça nous dit, ça en fait, c'est qu'essentiellement, l'intérêt est bien présent pour ce type de conférence. Ça nous incite aussi à poursuivre effectivement là, nos efforts en ce sens. Donc, merci à vous tous et toutes pour votre présence, notamment aujourd'hui, mais aux conférences passées et à venir. Donc, les conférences, c'est grâce à vous, en fait, que le succès de ces conférences est assuré. Alors, merci beaucoup. Écoutez, ces conférences sont rendues aussi possibles grâce à l'appui du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, de la Direction des affaires universitaires, enseignement et recherche et de l'unité en transfert des connaissances synaptiques. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui ont participé à la réalisation et à la mise en œuvre de cette conférence. La conférence d'aujourd'hui aura pour titre la simulation au service des causes psychosociales, une étude de cas sur une simulation de dépistage de violences conjugales. La conférence d'aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Hugo Marchand, donc directeur académique des laboratoires d'apprentissage de l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill. Bonjour et bienvenue. Et Mme Catherine Leblanc, directrice adjointe des laboratoires cliniques des sciences infirmières Satoko Shibata de l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill également. Nous aurons une courte période de questions à la fin de la conférence. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent poser vos questions, vous pouvez lever la main. On va donner accès en visuel si vous le souhaitez. Donc, on va ouvrir votre caméra, ouvrir votre micro, il va vous permettre effectivement de poser votre question directement à nos conférenciers et conférencières. Il est également possible d'inscrire vos questions à l'intérieur de la section conversation, le fameux chat. Là, donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si on n'a pas le temps effectivement de faire le tour de ces questions à la suite de la conférence, on va évidemment faire un retour là, sur vos questions. Alors voilà, sans plus tarder, écoutez, je passe la parole à nos conférenciers et conférencières. Bienvenue encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain. Je vais partager mon écran. Alors, bienvenue tout le monde. Oups, donnez-moi juste une seconde. J'ai juste oui, tout est bon. Mon nom est Hugo Marchand. Comme Sylvain mentionnait, je suis le directeur académique à l'École des sciences infirmières Ingram. Dans le fond, mon rôle est... dans le fond, ce qu'on va faire, moi aussi, aujourd'hui, moi et Catherine, aujourd'hui, c'est vraiment vous présenter, et c'est ça, des fois, que je voulais peut-être un petit peu clarifier. Dans le fond, nous, notre expertise est vraiment en simulation. On a développé aussi une expertise, mais par contre, au niveau du dépistage, mais par contre, notre but, c'est vraiment aujourd'hui de vous présenter un petit peu comment on développe ce genre de simulation-là aussi et c'est quoi les avantages un petit peu de cette simulation-là. Un peu nos objectifs d'aujourd'hui, ça va être vraiment comme d'aller chercher un peu, d'identifier les besoins psychosociaux potentiels, être conscient des pièges qui peuvent arriver, comprendre les étapes du développement d'une simulation à but psychosocial avec l'aide d'une étude de cas, comme on vous présenter, comprendre les étapes du développement d'un guide de debriefing pour ça. Pourquoi on fait ça?
Je pense que la simulation, tu sais, c'est beaucoup de littérature qui en parle, tu sais, il y a beaucoup de littérature qui vont prouver que c'est utile, prouver un peu comment l'utilité de la simulation, pourquoi on s'en fait. On en voit beaucoup de plus en plus dans le milieu de la santé, c'est sûr, hein, c'est vont se faire au niveau des écoles. Tu sais, notre rôle, nous, c'est vraiment au niveau des écoles des sciences infirmières, mais ça se fait beaucoup in situ aussi au niveau des hôpitaux. Par contre, ce qu'on va faire, on va voir beaucoup au niveau de la simulation. On va avoir beaucoup de simulations axées plus sur au niveau des techniques, au niveau plus des problèmes physiques, hein. On va faire en simulation pour la réanimation RCR, pour certaines difficultés, travail d'équipe aussi, hein. On en fait beaucoup aussi sur les dynamiques d'équipe ou à grand déploiement aussi, même qu'on va voir, tu sais, les codes orange, hein, qui se font aussi. On va voir des simulations, tu sais, toute la technologie aussi qui nous amène à pouvoir faire de la simulation en réalité virtuelle avec des avatars, tu sais. Par contre, quand on vient au niveau, tu sais, bon, mettons, analyste risque de suicide, ou comme on fait celle-là aussi, tu sais, en violence conjugale, ou peut-être que c'est plus psychosocial, on en fera un peu moins. Il y a différentes raisons pour ça aussi, on va les identifier un petit peu aussi. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas impossible. En fait, c'est très puissant. Souvent, ces simulations-là viennent chercher beaucoup les gens. C'est sûr que ça demande un peu des défis différents, mais c'est pour ça qu'on va vous en parler. Peut-être pour vous parler un petit peu de où on est, moi et Catherine, tu sais, où on vient, l'École des sciences infirmières Ingram. En 2017, on a ouvert des nouveaux locaux. L'École des sciences infirmières a aussi notre centre de simulation. On a maintenant un centre de simulation dédié aux sciences infirmières. On a environ 12 000 pieds carrés. On a fait différents choix. On a eu le choix maintenant aussi, on a des professeurs qui travaillent principalement au laboratoire avec la formation en simulation. L'idée était vraiment de recréer, dans le fond, une expertise à ce niveau-là aussi, de pouvoir aussi continuer. Puis là, on vient, souvent quand on pense en simulation, hein, je pense on pense beaucoup au mannequin de fidélité, on va penser tu sais, les task trainers un petit peu, hein, soit les bras IV ou ces choses-là, mais on pense un peu moins aux personnes, au personnel humain. Nous, chez nous, on a 85 acteurs qui travaillent pour nous. Tu sais, ça nous donne environ là, 5 000 heures de patients standardisés par année. Je vous dirais que 90 de nos simulations se font justement avec des patients standardisés. Vous allez voir, là, j'ai parlé d'acteurs, patients standardisés. On parle des fois, le terme qu'on utilise plus souvent, des fois, c'est personnes standardisées ou tu sais, juste parce que c'est pas toujours des patients. Donc, ils peuvent faire le rôle d'un membre de famille, ils peuvent faire le rôle d'un ami ou même d'un autre professionnel de la santé. Mais le terme patient standardisé, c'est celui que vous allez retrouver le plus souvent dans la littérature. C'est pour ça que je l'ai mis là. Nous, on a fait le choix d'avoir des acteurs professionnels, tu sais, parce que ça dépend aussi c'est quoi votre but aussi. Tu sais, si vous avez un but plus évaluatif aussi, tu sais, comme pour ceux qui sont familiers avec en Écosse, ces choses-là, c'est des fois plus important d'avoir des gens qui ont une bonne formation, manière de répliquer, tu sais, personne après personne pour être sûr de standardiser le travail. Pour vous présenter un petit peu les programmes chez nous, parce que ça va s'impliquer un peu c'est pour vous aider un peu à vous situer où est-ce que nous, ça s'implique, tout ça. Tu sais, on a 3 programmes principaux, dans le fond, qui vont utiliser ce genre de simulation-là dans le bac initial, qui s'adresse vraiment aux ceux qui sont soit hors province ou qui sont au niveau, en fait, d'un bac là, en sciences de santé, en sciences, même en sciences humaines, selon s'ils font certains autres cours. On a le Tech Bac, qui est les étudiants qui ont fait leur DEC en sciences en soins infirmiers, qui viennent terminer leur baccalauréat chez nous. Puis ce baccalauréat a 2 modalités, soit en présentiel où ils viennent sur le campus, ou en ligne maintenant depuis 2 ans, où on offre maintenant tous les cours de façon en ligne. Puis ça, d'ailleurs, on va y revenir parce que on a dû faire une adaptation aussi pour ça, pour notre simulation. Fait que, à quel endroit est-ce que ça s'est commencé? Comment on a identifié tout ça? Comment on est allé chercher notre projet? Bien, dans le fond, les difficultés qu'on a eues, puis c'est là que ça s'est un peu identifié. À partir de 2016, on a commencé à avoir des difficultés avec notre cours de santé, certains objectifs du cours de santé communautaire. On a maintenant, avec les 3 programmes que je vous parlais, là, on a à peu près 450 étudiants chaque année qui doivent faire leur cours de santé communautaire. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu sais, on a dans le cours des fois des étudiants qui vont être placés en stage en CLSC, soins à domicile. Il y en a qui vont être placés en santé scolaire, mais il y en a qui vont être placés en clinique externe, clinique psychogériatrique, cliniques voyageurs, clinique ophtalmologique, même hôpital de jour.
Fait que quand on arrive avec comment on fait pour standardiser certains apprentissages, quand on a un continuum si varié là, de milieux comme de milieux de stage, ben c'est là vraiment qu'on est allé chercher l'idée d'aller standardiser tout ça en créant une simulation. Une des choses qu'on voulait vraiment exposer les étudiants, c'était les visites à domicile. Fait que nous, notre simulation qu'on va vous parler est dans un contexte de visite à domicile. Par contre, ça peut se faire selon votre milieu de travail, puis il y a différentes adaptations aussi. Si vous êtes à l'urgence, si vous êtes dans un milieu de soins, si vous êtes ailleurs, l'idée, c'est de faire adapter la visite pour qu'elle soit réaliste à votre milieu de travail. Puis, on voulait avoir un volet intervention psychosociale dans cette. Puis, pas faire seulement là, une visite de domicile standard où il y avait pas. On voulait avoir un événement perturbateur, on voulait avoir un petit peu de données un peu psychosociales à faire. On est allé chercher ça un petit peu c'est sûr qu'il y avait un petit peu notre propre expérience personnelle. Moi et ma collègue Catherine Anne Miller qui ont développé cette simulation-là au départ, on avait tous les deux un peu vécu des situations au niveau de violence conjugale dans nos unités où on travaillait. Moi, je travaillais même en soins intensifs. Elle était en soins communautaires. Moi, j'étais en soins intensifs à l'époque. Puis, on avait vécu là, en l'espace d'un an là, deux épisodes de dépistage sur l'unité en tant que telle. On est allé aussi chercher des statistiques, c'est sûr. On est allé voir un peu. Vous savez que la violence conjugale est un problème de santé publique qui est encore devenu plus visible, là, je vous dirais, depuis la pandémie. Je vous mets ici des statistiques, je vous dire à prendre avec un peu de recul. C'est selon l'INSPQ, mais eux, ce qu'ils sont capables d'aller chercher, c'est les victimes d'infractions. Fait que c'est vraiment dans un contexte policier. Par contre, hein, on sait que ça cache beaucoup. Puis il y a beaucoup de gens qui vont décider de ne pas porter plainte, il y a des gens qui vont décider de parler à la police. Fait que, je vous dirais que c'est à prendre un peu de recul, mais je vous les ai mis quand même parce que ça montre quand même que en 2005-2022, il y a une augmentation de 31% chez les femmes et 118 même, qui est quand même intéressant, c'est à voir aussi chez les hommes. Puis vous voyez un peu la courbe augmenter là, depuis la pandémie aussi, là, qui vient aussi vraiment beaucoup voir c'est par rapport à ça. Là, il y a l'arrivée aussi là, du tribunal spécialisé. Je ne sais pas encore si c'est peut-être un peu trop tôt un peu pour voir l'effet de ça, mais ça nous montre un peu globalement que c'est quand même un problème de santé publique important et qui est en augmentation aussi par rapport à ça. Je vous dirais un petit peu, une des affaires qui nous a poussé peut-être un petit peu là, par rapport à tout ça aussi, c'est, je pense qu'on est tous un peu coupables de ça dans le milieu de la santé, que ce soit nous à l'université, que ce soit mais c'est à niveau mondial, c'est qu'on a tendance beaucoup à vouloir focuser sur tout ce qui est des problèmes physiques. Hein. Un exemple que je donne, nous, on avait eu sur la même unité de soins intensifs, là, qui est coronarien, on avait eu une journée, quand j'étais là-bas, une patiente qui avait un PCR, hein, c'est l'anneau vaginal, là, dans le fond. Puis nous, on n'avait pas ça comme protocole sur notre unité. Puis ça avait été un peu là, le branle-bas de combat un peu à l'époque. J'étais impliqué un peu par rapport à ça, d'aller chercher, établir un protocole, fallait aller chercher comment on va faire bâtir l'expertise. Puis, dans le fond, c'était un événement isolé. Mais ça montre un peu l'idée, c'était comme on n'a pas d'outils pour ça. Par contre, quand on arrivait dans des problèmes comme ça ici, le dépistage de violence conjugale, on avait eu d'autres cas un peu plus on se rendait compte qu'on n'avait pas de protocole standardisé. Puis je pense que ça nous montre une belle idée un peu du fait qu'on a tendance à vraiment beaucoup s'axer davantage sur le côté physique. Puis on a tendance à avoir des difficultés des fois à gérer un petit peu les difficultés plus psychosociales. Je voulais juste un peu comme vous en parler un petit peu par rapport à ça. Fait que si vraiment vous acceptez, vous voulez, bon, c'est un beau défi, c'est ce qu'on peut faire, je vous dirais, demandez-vous un petit peu quelle problématique vous voulez adresser. Puis je vous dirais que celle qui est la plus présente dans votre milieu, c'est si vous dites, ben nous, à tel endroit, c'est vraiment les risques de suicide qui sont le plus actifs. Ben, c'est parce que c'est vos données, parce que c'est vos statistiques. Mais des fois, c'est important d'aller aussi chercher au niveau de population générale, aussi au niveau de qui est ma population dans mon milieu, puis c'est quoi les problématiques de santé publique dans mon pays. Si j'en ai pas, ça ne veut pas dire que si, mettons, j'ai pas de violence conjugale, ben, ça ne peut pas nécessairement dire qu'ils ne sont pas présents. C'est que les gens hein, ils n'ont pas tendance à aller nécessairement dans tous les milieux pour aller chercher cette aide-là. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de dépistage par rapport à ça. Fait que
je pense que des fois, nos réflexes là, de quelle problématique on adresse quand c'est des cas plus psychosociaux, des situations plus psychologiques ou plus sociales, il faut faire attention parce que c'est pas toujours nos statistiques, des fois, dans nos milieux, sont pas nécessairement représentatives de ce que c'est dans la réalité. Allez aussi chercher justement ça dans la littérature, les données que vous avez besoin. L'intervention dans ces domaines-là ne se fait pas seul. Puis je veux dire, hein, nous, on le fait aussi. C'est les organismes du milieu qui sont les experts souvent par rapport à ça. Fait que vous pouvez aller chercher dans les données vous-même, mais vous allez demander de l'aide aussi pour faire le suivi par la suite. Quand c'est des problèmes physiques, on a souvent tendance aussi d'aller chercher l'implication de patients partenaires, survivants. Je vous dirais par contre que quand c'est une problématique psychosociale, il faut faire très attention parce que euh, ils peuvent être utiles, comme consultants. Si vous avez un webinaire, ces choses-là, peut-être, là, vous pouvez avoir un survivant venir parler, mais vous avez toute l'idée je vous dirais que c'est un gros, là, si jamais c'est une question, là, ça devrait être un gros non, non, non. À avoir une personne qui a vécu de la violence conjugale, de jouer dans ce rôle-là, ou de jouer son propre rôle, ou des choses comme ça, si vous vous dites, ce serait une bonne idée. En fait, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment la personne peut être consultée, mais les acteurs que vous allez choisir ne doivent vraiment pas avoir cette problématique-là parce que vous avez vraiment tout revivre le trauma, ces choses-là, toutes les questions éthiques qui viennent à ça. Fait que je vous dirais de faire très attention par rapport à l'implication de ça. Je vous parlais un petit peu de nous, notre simulation, qu'est-ce qu'on a décidé de faire. Puis, on va vous en parler un petit peu après aussi, mais puis pourquoi qu'on a fait ces choix-là. Nos étudiants, ils rencontrent dans un appartement simulé, là, dans notre centre de simulation, parce que ça peut être encore là dans différents milieux selon ce que vous avez comme besoin. Mais vous rencontrez dans notre simulation, nos étudiants, nos apprenants rencontrent Jolie, qui est une femme de 28 ans. Elle est postpartum, jour 5. Elle a eu accouchée par césarienne qui avait été compliquée qu'une infection de plaie. Fait que dans le fond, il y a des demandes de soins à domicile également pour changer le pansement, ils ont moins tous les antibiotiques, ces choses-là. Elle est une ligne anglophone qui a déménagé à Montréal il y a quelques années, une année ou deux, je pense, là, pour suivre son conjoint Martin. Elle est sans emploi, puis elle n'a pas vraiment de support social dans la grande région de Montréal. Fait que, nous, c'est un peu comme ça qu'on a développé notre simulation. On est allé chercher certains déterminants de la santé, on est allé voir les facteurs de risque, on est allé voir certaines choses un petit peu. On ne voulait pas créer un cas trop caricatural, là, sans vouloir utiliser le mauvais mot, mais des fois, je pense que c'est important de créer des nuances. Il ne faut pas que ce soit trop lisible non plus, mais on voulait quand même intégrer certains déterminants de la santé, certains facteurs de risque dans notre simulation. Quand vous élaborez une simulation comme ça, dans le fond, certaines difficultés ou certaines choses qui sont importantes à aller voir aussi, c'est vous avez des standards de pratique en simulation. L'INACSEL, qui est l'Association internationale de sciences infirmières pour la simulation et l'apprentissage clinique, offre des standards de simulation. Puis dans le fond, les standards qu'ils ont, c'est vraiment les standards de simulation en santé. Fait que dans le fond, ça ne s'adresse pas seulement aux sciences infirmières, mais vraiment là, le côté médical, physio, ergo, tout ça, ça s'appelle à tous les domaines de la santé. Comment on bâtit? C'est général. Il y a des standards par rapport au développement professionnel, par rapport au ce qu'on appelle le pre-briefing, par rapport à la facilitation, comment on facilite ce genre d'activité-là, comment on fait un débriefing. Ça vous aide un peu à vous encadrer un peu dans le développement d'une simulation, puis ça va aussi vous aider à comme aller chercher les grandes lignes. Mais c'est pas assez, mais c'est comme assez précis pour vous aider, mais peut-être pas assez précis pour que ce soit appliqué seulement aux sciences infirmières. Allez voir c'est qui vos apprenants aussi, à qui s'adresse la simulation. Ça, c'est vraiment important. Nous, on l'adresse à des étudiants de deuxième et troisième année en sciences infirmières. Fait que c'est sûr qu'on a un niveau de difficulté, la façon qu'on l'interprète, à le moment où lequel vous rencontrez Jolie, s'implique parce que c'est ça nos apprenants. Ça m'est arrivé, pas beaucoup, très souvent, là, mais c'est arrivé une fois là, où on a une étudiante qui est vraiment, là, qui est arrivé, là, puis qui était super bonne pour le dépistage, les bonnes questions, les bons moments, puis on se disait, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis elle dit, ben écoutez, elle dit, moi, avant de faire mon cours en sciences infirmières, j'ai travaillé 15 ans à SOS Violence conjugale comme intervenante. C'est sûr que pour elle, notre simulation était peut-être bâtie
peut-être pas approprié pour elle parce que vraiment, elle est une experte déjà dans ce domaine-là. Par contre, puis c'est ça, vous aussi, si vous dites, ben moi, je veux le faire à mes travailleurs sociaux versus je veux le faire à mes nouveaux infirmiers versus je veux le faire à des intervenants qui n'ont pas d'expérience là-dedans, c'est là un peu que vous allez comme un peu bâtir aussi parce que vous dites, ben, puis je vous dirais, faites attention de ne pas avoir des apprenants trop différents parce que sinon, ça va être compliqué pour vous de bâtir votre simulation. Vous devez identifier des objectifs d'apprentissage. Un des pièges, souvent, je trouve qu'on a, c'est que les gens viennent nous voir et disent, toi, quand on consulté, ben, j'ai mes 12 objectifs d'apprentissage, mais c'est beaucoup trop. Je vous dirais, là, 3 ou 4, vous allez voir, même en certains endroits, on va parler de 2 ou 3. Vous devez vraiment avoir un nombre minimal d'objectifs parce que sinon, c'est trop difficile de pouvoir vous diriger. Fait aussi vous dire, si jamais vous allez vous orienter vers une simulation interdisciplinaire, comme disons, vous faites une intervention avec des infirmiers, des travailleurs sociaux, je vous dirais, par exemple, ben, assurez-vous que chacun de ces professionnels-là ait des objectifs séparés. Parce que ça va être difficile sinon aussi parce que vous voulez vraiment que ça s'applique à eux. Pas que ça dise, ben, ça ne s'applique pas tout à fait parce que ce n'est pas exactement ce que moi je fais. Ben, vous voulez vraiment que chaque catégorie d'apprenants ait des objectifs pour eux aussi. Regardez après les modalités d'assimilation. Le temps alloué, je vous dirais, c'est là que ça change. Dans ce genre de simulation-là, vous devez donner du temps. Parce que la communication, bâtir un lien thérapeutique, ces choses, ça prend du temps. Nous, notre simulation qu'on va vous parler, là, elle dure 45 minutes. Ben, on dit maximum, dans le fond. Ce qu'on dit aux étudiants, c'est que vous êtes en visite à domicile, vous pouvez faire telle chose. Puis on vous donne jusqu'à 45 minutes. Mais ils peuvent décider, il y a des gens étudiants qui après 20 minutes considèrent qu'ils ont terminé, ils vont finir la visite, ça nous a fait plaisir, on quitte là. Fait que ils ne sont pas forcés de finir le temps. On met une visite supérieure parce que quand même, à un moment donné, il faut aussi procéder. La même chose par rapport au débriefing, Catherine va vous en parler tantôt, mais aussi, il faut donner un temps, il faut au moins donner le même montant de temps parce qu'il faut que c'est assez long de débriefer tout ça. L'espace où ça va se faire, vous devez aussi regarder où est-ce que mes employés, où est-ce que mes apprenants vont davantage travailler. Puis ça devrait être dans un milieu similaire que la simulation va se faire. À niveau de difficulté, on en a parlé un petit peu selon vos apprenants, mais aussi, ça ne peut pas être trop facile. Hein, parce que dites-vous que ce genre de difficulté, de scénario-là, si vous le faites, si vous décidez d'avoir une intervention, faire une simulation psychosociale, bien, ça ne peut pas être facile. Parce que dans le fond, ça ne l'est jamais vraiment. Nous, je vous dirais là, qu'au fur et à mesure, avec les années, on a modifié un petit peu, mais je vous dirais qu'à peu près, là, se rendre, mettons, au fait que l'actrice nous va vraiment comme dévoiler qu'elle est victime de violence conjugale. Parce que dans le fond, nous, les étudiants ne le savent pas directement quand ils commencent leur simulation. Ils doivent faire une visite à domicile, évaluer comment ça va. Je vous dirais qu'on a à peu près juste entre 20 et 10 des étudiants qui vont se rendre là. Par contre, quand on fait notre débriefing, tous les étudiants nous disent ben, on savait qu'il y avait quelque chose, mais je ne sais pas comment le dire. Puis c'est là, dans le fond, qu'on a identifié c'était où nos besoins d'apprentissage, puis qu'on a décidé de bâtir notre simulation pour essayer de leur faire comprendre que c'est à ce moment-là c'est dans ces endroits-là qu'ils ont de la difficulté dans le fond. Faites un ébauche de votre scénario en consultation avec avec des professionnels, dans le fond, les experts de contenu. Et là, après, les acteurs, il faut leur présenter le scénario aussi. Puis je vous dirais, choisissez-vous 2 ou 3 personnes que vous voulez, patients standardisés ou acteurs. Puis il doit vraiment s'approprier le script, s'approprier le scénario ou le personnage aussi. Vous ne pourrez pas tout scripter, hein, surtout dans un scénario de 30, 25, 20, 25, 30 minutes ou plus. Vous ne pouvez pas tout scripter, puis vous ne savez pas nécessairement où les étudiants vont aller. L'importance de scripter seulement les moments qui sont clés, on va vous en montrer un bientôt, puis accepter qu'il va y avoir une certaine variation. Dans le fond, tant que vous savez que vos acteurs connaissent un peu bien, dans le fond, c'est plus ça qui est important, c'est de créer le personnage, de créer qui est cette personne-là, sous quelles conditions qu'elle va accepter de dévoiler certains aspects de sa vie, sous quelles conditions qu'elle n'acceptera pas, ou même des fois, qu'elle doit devenir plus fermée aussi. Ça, c'est important de rester aussi au niveau du réalisme. Créer un bon pre-briefing. Comment vous allez préparer vos étudiants, soit vos apprenants avant et même la journée mettons les quelques minutes avant, comment est-ce que vous allez leur dire aussi. Ça aussi, c'est important. Vous pouvez voir tout ça. Le debriefing, parce que le debriefing
quoi qu'on a nos objectifs d'apprentissage, il peut aller différemment selon comment la simulation va. Il y a des aspects qui peuvent avoir été mieux, puis vous décidez d'en parler un petit peu moins. Il y a des aspects qui vont être plus difficiles, vous décidez de prendre plus d'accès là-dessus. Fait que ça aussi, c'est votre plan de débriefing doit être fait parce que vous allez avoir plusieurs facilitateurs aussi. Tu sais. Vous allez aussi pouvoir faire l'évaluation des apprenants, puis faites des tests pilotes. Dans le fond, souvent on se rend compte, vous rencontrez avec l'acteur, trouvez-vous 2 ou 3 ou 4 volontaires pour faire la simulation d'avance. Apprenez de source, prenez des notes. Faites pas juste vous rencontrer avec l'acteur. Bon, avez-vous lu le script? Oui, si tout va bien, bon, parfait, on commence. Parce que c'est sûr que vous allez avoir des difficultés sinon. Fait que vous devez vraiment, tu sais, comme approprier ces thèmes-là. Parce que dans le fond, nos apprenants, ce qui va arriver des fois, c'est qu'ils vont être un peu mélangés. Ils vont voir certaines choses, ils vont être très focusés sur l'aspect, tu sais, ils vont focusser sur moi, j'ai vu telle chose, je vais focuser là-dessus. Tu sais, des fois, tu sais, notre simulation, des fois, bon, ils vont passer à dépression postpartum aussi, tu sais, parce qu'elle a l'air un petit peu plus, puis ils oublient certains autres aspects, tu sais. Puis là, ben, d'enlever ces œillères-là, de prendre un geste de recul, ben, c'est vraiment ça. Euh, dans le débriefing qu'on va faire ça. Puis d'ailleurs, c'est à ce moment-ci que je vais céder la parole à ma collègue. Merci Hugo. Premièrement, bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, maintenant qu'Hugo a parlé là, beaucoup de la genèse du projet, de l'élaboration de la simulation elle-même, on va parler un peu des modifications qu'on a dû apporter en fonction des différents contextes. Puis ça peut s'appliquer dans n'importe quel contexte, dans le sens où si vous avez une simulation que vous avez créée, que vous aimez ses objectifs, c'est toujours possible de l'adapter quand même assez facilement, là, de réutiliser la simulation que vous avez déjà utilisée pour atteindre d'autres objectifs ou pour rejoindre, dans le fond, un autre bassin d'apprenants. Donc, comme encore une fois, Hugo a mentionné, notre simulation a été d'abord développée pour un contexte là, en présentiel pour nos étudiants du bac dans le cadre de leur stage en santé communautaire. Puis en 2020, on s'en rappelle, on a eu un lot de contraintes avec la pandémie, donc on a dû s'adapter avec le fait qu'on devait restreindre le plus possible nos activités en présentiel. Nos patients standardisés ne pouvaient plus venir dans nos laboratoires, ils pouvaient seulement être en ligne, mais on devait quand même continuer à offrir des activités éducatives pertinentes qui étaient le plus réalistes possible là, pour nos étudiants. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre scénario original, comme on l'a discuté tout à l'heure, donc dans l'appartement simulé qu'on a au laboratoire avec Jolene qui était dans son appartement. Pour vous expliquer un peu le contexte, dans le fond, quand les étudiants entraient à l'intérieur de l'appartement, l'état des lieux était la première chose là, qui frappait un peu les étudiants dans l'optique où il y avait des bouteilles vides d'alcool un peu partout, des boîtes de pizza, de nourriture pour emporter. Il y avait un désordre un peu là, qui régnait. Donc ça, c'était quelque chose qui était très important pour notre simulation. C'était comme la première confrontation que les étudiants avaient. Mais là, ça, on le perdait avec la modalité là, en ligne. Donc, ce qu'on a fait, on a repris encore une fois notre scénario, puis on a changé, dans le fond, le prétexte. Donc, ça devenait une visite en télésanté que les étudiants devaient faire avec Jolene. Puis, elle avait besoin, dans le fond, d'un suivi mais en raison de la pandémie, là, elle ne pouvait pas avoir lieu en personne. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on avait modifié le contexte de la simulation. Puis, comme notre sim, elle reposait beaucoup sur le fait qu'en entrant dans l'appartement, c'est là où les étudiants voyaient là, l'état de l'appartement. Il fallait essayer de reproduire ce contexte-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est la patiente à la maison avait mis elle-même là, des bouteilles un peu, avait essayé de faire un désordre, mais c'était quand même assez limité là, dans un cadre d'écran là, assez limité. Euh, donc, ce qu'on a fait finalement, donc on a décidé d'ajouter une réplique, une prompt, qui arrivait à un moment précis dans le scénario. Donc, si je ne me trompe pas, c'était à 8 ou 9 minutes. La patiente, dans le fond, recevait un appel téléphonique de son conjoint, éteignait sa caméra, mais oubliait de fermer son micro. Comme ça, les étudiants étaient témoins de la conversation entre la patiente et son conjoint. Et là, justement, ça devenait une conversation qui était un peu inconfortable, où il y avait une demande de combien de bouteilles d'alcool il reste dans le frigo, est-ce que tu peux rapporter de la nourriture, des choses comme ça. Donc, c'est ça qui devenait, dans le fond, là, notre confrontation avec les étudiants. Puis, finalement, là, pour poursuivre un petit peu là, pour les différentes modalités, avec l'arrivée de notre baccalauréat en ligne il y a 3 ans, donc, on avait l'obligation de garder cette modalité-là en ligne. Donc, ce qu'on a fait, encore une fois, on a repris notre scénario format pandémie, puis on l'a bonifié, là, on l'a rendu plus réaliste, comme ça avait été fait plutôt à la hâte là, en 2020.
dans le contexte qui était un peu rushé en raison de la pandémie. Donc, ce qu'on va faire, on va vous montrer un bref extrait justement de la prompt qui a été ajoutée dans la version en ligne, qui était vraiment là, mis pour mettre les étudiants là, dans le contexte, dans la réalité de la patiente. Okay, Jolene, next question will be about breastfeeding, okay? I just want to know, how is it going? Sorry, I have to take this. Okay. Martin. Okay. Hi, Martin. I'm just in the call with the CLSC. Remember I told you? No, it's okay. Yeah, sure. I'll check for you. Yeah. There's 1 Labatt and 2 Molsons left. That's all. Okay. If you're doing groceries on the way home, can you please get something for dinner? Oh, okay. No, it's just that if you always get frozen pizza, there's never any leftovers. I haven't eaten anything today. No, forget it. No, forget it. I know, Martin, please. I'm sorry. Okay, I love you. Bye. Sorry. Where were we? Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, là, dans le scénario, c'est là où les étudiants sont vraiment confrontés là, à un gros malaise. Donc, ils ont une situation qui ont été témoins, ils ne savent pas trop comment l'aborder. Puis, je vous dirais là, qu'il y a à peu près 80% de nos apprenants qui décident de ne pas aborder du tout le contenu de l'appel téléphonique pour différentes raisons. Soit qu'ils n'étaient pas confortables, ils ne savaient pas comment. Donc, ça nous amène, en fait, ça m'amène à vous parler un peu du debriefing. C'est là où on va pouvoir vraiment aborder là, le vif du sujet, puis tous les éléments, dans le fond, là, qui se sont passés pendant la simulation. C'est là où on va rentrer dans le détail, puis où est-ce qu'on va vraiment consolider l'apprentissage de nos étudiants. Donc, en simulation, le debriefing, c'est une partie extrêmement importante de l'expérience parce que c'est souvent là où les étudiants peuvent vraiment intégrer, consolider les objectifs éducatifs là, qui ont été fixés au début de la simulation. Si on prend la définition là, de ce que devrait être le processus de debriefing selon NACSL, ça stipule le but du processus de debriefing, c'est vraiment le développement de l'introspection de l'étudiant, l'amélioration des performances futures, puis la promotion du transfert et de l'intégration des compétences. Donc, il recommande aussi, NACSL, de s'assurer, Hugo en a parlé un petit peu, mais d'allouer assez de temps au debriefing parce que c'est vraiment là où les gens vont consolider, qui vont réfléchir sur leur performance. Puis aussi pour les étudiants qui étaient peut-être des observateurs, c'est là qu'ils vont pouvoir réfléchir sur eux, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire différemment. Parce qu'avec un point de vue externe, des fois, c'est un peu plus facile de prendre du recul et de dire « Ah, cette question-là, on aurait pu l'aborder de cette façon-là ». Donc, d'accorder du temps, assez de temps pour la simulation, pour le debriefing, c'est extrêmement important. Il faut aussi que le debriefing se passe là, tout de suite après la simulation parce que souvent, puis spécialement dans les cas psychosociaux, souvent le niveau d'émotion, quand l'apprenant sort de la simulation, il est très, très, très élevé. Ils se trouvent soit très bons, soit très pas bons. Ils mettent en doute ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas sûrs. Des fois, ils sont tristes, ils sont fâchés, ils sont déçus. Donc, l'apprenant, il a besoin d'un espace pour évacuer, dans le fond, ces émotions-là. Puis ça doit se faire immédiatement après la simulation parce que plus on attend après, moins les étudiants vont se rappeler de vraiment qu'est-ce qu'ils ont ressenti pendant la simulation. Ça m'amène à parler aussi à la sécurité psychologique. On en parle souvent de la sécurité psychologique pendant la simulation, mais aussi pendant le debriefing. L'apprenant, il doit sentir qu'il a le droit de faire des erreurs puis qu'il est dans un environnement sécuritaire pour le faire. Pendant le debriefing, c'est important que tous les participants aient l'encadrement et le support nécessaire aussi pour exprimer, dans le fond, les défis qu'ils auraient pu avoir pendant la simulation. Ils ne doivent pas avoir peur d'être jugés ou d'être réprimandés suite à leur performance. C'est aussi important de mentionner, pour nous, puis selon les meilleures pratiques, l'utilisation de la sim qu'on en fait, elle se fait vraiment en contexte formatif et non sommatif. Donc, il n'y a pas de notes
qui est associé à ces simulations-là. Ça ajoute beaucoup de bénéfices parce qu'on enlève là, tout le stress qui est lié à l'évaluation. Puis ça consolide un peu la confiance que l'étudiant a par rapport à sa performance, puis par rapport au fait que ça n'aura pas un effet néfaste là, sur son cursus pédagogique. Donc, je vous encourage beaucoup à utiliser ces simulations-là vraiment là, dans un contexte de formation, d'exposition de vos intervenants pour leur donner, encore une fois, comme on dit, l'exposition et non pas les évaluer là, sur leur performance. C'est aussi pendant le debriefing qu'on peut puis qu'on doit revenir sur les objectifs pédagogiques qu'on a fixés au début de la situation. C'est là qu'on peut voir l'écart entre les attentes que nous, on a vis-à-vis des étudiants puis la réalité, là, voir où est-ce qu'ils ont besoin de plus de support. Bon, dans le cas présenté, dans le fond, le but de notre activité, c'était vraiment de standardiser l'expérience de nos étudiants vis-à-vis d'une situation particulière, vis-à-vis les situations de violence conjugale, puis les situations où il y a de la détresse psychosociale. Puis, on voulait aussi, dans le fond, avoir une expérience standardisée pour les étudiants. Pour avoir, en fait, une expérience standardisée pour les étudiants, il fallait aussi standardiser l'expérience de nos facilitateurs. Donc, il fallait bien les préparer. Oui, je me promène un peu, Hugo, avec les PowerPoint, je suis désolée. Donc, il fallait vraiment bien les préparer, bien les coacher parce que pour que les étudiants puissent guider, pour que les facilitateurs puissent guider les étudiants dans le processus de débriefage, bien, ils ont besoin d'être coachés eux-mêmes. Puis comme on n'a pas seulement un professeur qui s'occupait de faciliter cette simulation-là, on en avait plusieurs, on devait s'assurer que le message était uniforme à travers les facilitateurs. Donc, c'est pour ça qu'on leur a fait un guide de debriefing, dans le fond, là, qui contenait tous les objectifs de la simulation, des pistes de questions à amener aux étudiants, des pistes de réflexion, puis qu'on leur permettait aussi d'observer et la simulation et aussi des séances de debriefing avec des facilitateurs un peu plus expérimentés afin qu'ils s'approprient eux aussi vraiment bien le contenu du debriefing. On avait beaucoup de chance aussi. Pendant nos debriefings, on avait la participation de la patiente standardisée. Donc, dans le fond, elle se joignait à nous pendant le debriefing et elle venait parler de ce qu'elle avait vécu pendant l'expérience, les éléments qui l'avaient mis en confiance ou non, ce qu'elle avait trouvé plus challengeant, les gestes ou les paroles qu'elle avait appréciées, etc. Puis, cet élément-là du debriefing était extrêmement pertinent parce que nos apprenants, dans le fond, ils n'ont pas beaucoup d'opportunités de recevoir ce genre de feedback-là. Puis souvent, quand ils en reçoivent en contexte clinique, ce n'est pas nécessairement dans les meilleurs contextes. Donc, ce que la patiente standardisée arrivait à apporter à nos étudiants, c'est vraiment là, une portion de feedback qu'ils ne peuvent pas retrouver nécessairement nulle part ailleurs. On a eu la chance aussi, ces patientes standardisées-là, elles étaient formées à donner de la rétroaction. Donc, ça ajoutait encore plus là, de la valeur à notre debriefing. Maintenant, je vais vous parler brièvement là, des différents outils de debriefing qui peuvent être utilisés pendant les debriefings. Il y en a une panoplie qui existe. Ils se ressemblent toujours un peu dans le sens où ils abordent des éléments semblables. Nous, dans notre laboratoire, on a décidé d'utiliser le modèle PEARLS qui nous permet vraiment là, de facilement aborder l'ensemble des éléments essentiels là, du debriefing. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Dans le fond, la première phase du PEARLS, c'est vraiment la phase de réaction. Donc, c'est la phase où, quand l'étudiant sort de la simulation, où là, on lui donne l'espace pour réagir, pour libérer ses émotions, pour dire c'était quoi, qu'est-ce qui lui passait par la tête pendant la simulation. De permettre là, cette phase-là en tout début, ça permet à l'apprenant de un peu se débarrasser de ces émotions-là pour vraiment laisser le plus de place possible à la phase descriptive, à la phase d'analyse, à vraiment là, aller dans le vif du sujet de qu'est-ce qui s'est passé dans la simulation. Si l'étudiant reste pris avec ses émotions, ça va être beaucoup plus difficile pour lui d'explorer vraiment là, pourquoi il est allé dans cette direction-là ou dans telle direction. Donc, la phase de réaction, là, très, très, très importante au début du debriefing. Ensuite, pendant la phase de description, c'est là où on prend vraiment le temps d'énumérer tous les éléments qui étaient dans la simulation. Donc, qu'est-ce qu'on a été confronté à? C'est quoi les éléments qu'on a vus? Qu'est-ce qu'on a évalué chez la patiente? Qu'est-ce que c'était les éléments qui nous ont dit ici, il se passe quelque chose, il faudrait que j'explore plus. Donc, c'est vraiment dans la phase descriptive qu'on va aborder là, tous ces éléments-là qui étaient présents dans la simulation. Pour ensuite, pendant l'analyse, c'est là où on révise les éléments de la sim avec nos objectifs éducatifs. Donc, on reprend là, nos 2-3 objectifs dont Hugo a parlé au début.
Puis là, on va plus dans le détail. Il y a certains groupes qui peuvent avoir besoin de beaucoup plus, une plus longue période de temps dans l'analyse parce que ça a été plus difficile. Puis s'il y a des objectifs qui ont été très bien atteints, disons la communication s'est faite facilement, bien, cet objectif-là, ça se peut qu'on décide de passer moins de temps dessus parce que dans le fond, l'étudiant, il maîtrise cet aspect-là. C'est aussi important de faire la différence entre, souvent on parle de debriefing, on parle de feedback. Dans le fond, là, pour faire la différence entre les deux, le feedback, souvent, c'est mené par le facilitateur. Donc, le facilitateur va beaucoup parler, il va donner du feedback sur ce que lui a vu, sur ce que lui a trouvé, il va faire de l'enseignement par rapport à ça. Quand on parle de debriefing, on veut vraiment que ce soit mené par l'étudiant. Donc, on va poser une question. Alors, justement, si on reprend l'appel téléphonique, bien, on ouvre la porte. Alors, pendant l'appel téléphonique, qu'est-ce qui vous a accroché comme situation? C'était quoi les éléments que vous avez trouvés qui étaient problématiques? Donc là, on donne la balle à l'étudiant, puis lui peut commencer à lister qu'est-ce qui était problématique, puis là, ça permet d'aller plus en profondeur. Donc, c'est important de bien former nos facilitateurs parce que de débriefer, c'est pas mal plus difficile que donner du feedback. Donc, de laisser la place à l'étudiant pour exprimer, puis qu'il arrive lui-même à ses conclusions, ça prend un facilitateur qui est beaucoup plus expérimenté. Ensuite, là, dans l'analyse, c'est là vraiment là, où on va réviser justement, je veux dire, je me suis trompée, quand on fait le summary, c'est là où est-ce qu'on révise justement l'ensemble de la simulation, qu'on parle de c'est quoi nos take-home messages, donc qu'est-ce que les étudiants vont se rappeler de cette sim-là le plus pour essayer de venir là, boucler la boucle. C'était pourquoi les ha-ha moments que les étudiants ont fait « Ah, mon Dieu! Donc, c'est un peu ça qu'on vient là, rechercher avec l'analyse dans le modèle Pearl. Le temps file, donc dans notre cas, donc ça fait quand même assez longtemps qu'on roule cette simulation-là. Donc, on a les leçons qu'on a tirées dans le fond là, de nos simulations psychosociales, c'est vraiment leur importance. Donc, on a vraiment réalisé que nos apprenants, ils ne sont pas beaucoup exposés à ce genre de situation-là. Ils sont peu outillés aussi pour les affronter. Puis, les réponses qu'on a là, des étudiants, quand on a fait des sondages post-simulation, c'est très, très, très apprécié parce qu'ils aiment beaucoup plus, si je peux dire, là, se mettre les pieds dans la bouche en simulation que le faire avec une vraie patiente qui est en détresse puis qui ne savent pas comment aborder la situation avec elle. On a aussi réalisé, là, dans le fond, les premiers soins psychologiques pour nos apprenants. C'était super important dans ce contexte-là parce qu'il y en a qui ont vécu dans leur vie personnelle des situations semblables. Donc, des fois, qui sortent de la simulation puis qui ont vraiment un niveau d'émotion qui est très, très, très élevé. Donc, on doit leur donner des outils pour gérer ces situations-là dans leur milieu clinique, mais aussi comme intervenant de la santé, savoir, bien, eux, s'ils trouvent ces situations-là difficiles à gérer, où est-ce qu'ils peuvent se tourner pour aller chercher de l'aide. On a aussi beaucoup appris sur l'adaptabilité des scénarios. Donc, c'est pas parce qu'on doit changer la modalité ou qu'on doit changer nos apprenants qu'on doit recommencer à zéro. Donc, souvent, on a une bonne base avec nos scénarios initiaux sur lesquels on peut bâtir là, pour développer nos simulations. Donc, pour aller rejoindre différents contextes, différents groupes. Puis aussi, la standardisation auprès autant des patientes standardisées que des facilitateurs. Donc, pour essayer d'avoir, si on veut une expérience standardisée, il faut que l'ensemble des intervenants qui sont impliqués dans la simulation soient bien formés, soient coachés, puis aient accès à la même information, histoire de justement que les étudiants aient sensiblement une expérience qui va se ressembler pour la pratique. C'est ce qui conclut notre petite présentation. Donc là, ça va être la période.